Madame, Monsieur, bonjour, je suis Fanny Wegscheider. L'actualité panafricaine, c'est tout de suite dans votre Flash Info du jour sur Vox Africa. Ouvrons cette édition de la mi-journée avec les résultats définitifs des élections municipales sud-africaines. La chute est sévère pour le parti au pouvoir du Congrès national africain qui affiche au niveau national son score le plus bas depuis son accession au pouvoir en 1994, 53,9% des suffrages exprimés. Au niveau local aussi, l'ANC subit un véritable camouflet dans les principales villes du pays. Le parti de Jacob Zuma perd la capitale Pretoria, là où il disposait jusqu'ici d'une majorité absolue. Et c'est le parti d'opposition de l'Alliance démocratique qui arrive en tête avec 43,1% des voix contre 41,2% pour l'ANC. Idem dans le bastion de la lutte contre l'apartheid de Port-Elizabeth. L'ADA remporte 46,7% des voix contre 40% pour l'ANC. Avec 66% des voix, l'ADA conserve également la ville du Cap qu'elle dirige depuis 2006. Seule victoire notable pour l'ANC dans une des villes clés du pays, Johannesburg, où le parti obtient 44,5% des voix contre 38,3% pour l'ADA. Et samedi soir, le président Jacob Zuma a donné un discours lors de la proclamation des résultats par la commission électorale. Une intervention perturbée par 4 jeunes femmes venues devant la tribune avec des pancartes afin de rappeler une affaire de viol dans laquelle le chef de l'État avait été blanchi il y a 10 ans. Nouveau rappel des scandales judiciaires qui continuent donc d'entourer Jacob Zuma et de jeter la disgrâce sur le parti anti-apartheid. Dans l'opposition, aussi bien l'Alliance démocratique que les combattants pour la liberté économique se réjouissent de cette fin de l'hégémonie symbolique de l'ANC. Je vous propose d'écouter ses principaux représentants. Dans les années à venir, et comme notre politique se réajuste, cette élection sera considérée comme un point de basculement. On s'en souviendra comme un moment où l'ANC a perdu son empreinte de parti dominant et où l'Alliance démocratique a émergé comme un concurrent sérieux pour gagner une élection nationale et être une alternative à l'ANC. Quiconque dans toute autre plateforme cherche à dire que la ADA est un parti pour une race particulière, en particulier que l'ADA est un parti eurodescendant, cela serait trompeur, parce que ce mythe dans cette élection a été complètement détruit. Nous sommes heureux que l'ANC ait été punie. Au cours de la campagne, j'ai répété que nous devions punir l'ANC. Nous devions leur donner une leçon d'humilité. L'ANC est arrogante. Je me suis donné pour but de voir l'ANC quitter le pouvoir de mon vivant, pour que leurs successeurs sachent que personne n'a de position attitrée au pouvoir. Il n'y a pas de contrat entre les politiques et les électeurs qui les lient jusqu'à la mort. Il n'y a rien de tel. Et malgré ses brillants succès à Port-Elizabeth et à Pretoria, l'Alliance démocratique n'obtient pas de majorité absolue. Elle devra donc s'allier avec d'autres partis pour gouverner ces villes. Ce sera peut-être avec les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, le parti de gauche radicale, qui pour ses premières municipales réalise un score honorable, 8% des voix au niveau national et plus de 10% à Pretoria et à Johannesburg. Johannesburg, où même si l'ANC l'emporte sur l'ADA, le parti au pouvoir perd quand même sa majorité absolue. Le parti de Jacob Zuma devra donc aussi trouver des alliés pour garder le contrôle de la mairie de cette plus grande ville du pays. Écoutons les ébauches de stratégie que mettront en place les partis d'opposition de ces municipales sud-africaines. Je ne veux pas que nous soyons au gouvernement juste pour être au gouvernement. Je suis catégorique sur le fait que si nous regardons les résultats de l'élection pour ce qu'ils valent, c'est important pour nous de fêter notre victoire sur l'ANC ici à Tshwane. C'est un pas important. C'est bon pour notre démocratie que les électeurs se soient exprimés. Quant aux négociations d'une coalition à venir, c'est un processus qui doit prendre au sérieux ce que les électeurs de Tshwane veulent, comment les Sud-Africains veulent opérer et dans quelle direction nous souhaitons aller. Nous ne faisons pas et nous ne ferons pas d'accord avec l'ANC. L'ANC est déjà trop puissante en Afrique du Sud et elle doit être retirée de cette position hégémonique. Quant aux autres partis de l'opposition, nous sommes ouverts à des négociations avec tout ou partie d'entre eux. Il est évident que lorsque l'arithmétique électorale permet à une coalition d'être formée, nous allons étudier la possibilité de former une telle coalition. Si on ne peut pas se mettre d'accord, eh bien on recommence les élections. Il ne faut pas vouloir de coalition à tout prix. Il n'y aura pas de coalition à tout prix. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut trouver des accords sur le terrain avec ceux qui veulent nous parler. Mais si on ne peut pas tomber d'accord, alors on recommence.
Autre scrutin d'importance, la présidentielle à Sao Tomé et Principe. Le second tour s'est déroulé dimanche avec un seul candidat. Le président sortant Manuel Pinto da Costa, qui a demandé l'annulation de tout le processus électoral pour cause de fraude, a boycotté le vote. Un scrutin dont le premier tour avait déjà été perturbé. Le 17 juillet dernier, après avoir proclamé le vainqueur le candidat soutenu par le Premier ministre Evaristo Carvalho, la commission électorale avait finalement revu ses scores à la baisse. Les résultats définitifs donnant finalement M. Carvalho bénéficiaire de 49,8% des voix contre 24,8% pour M. Pinto da Costa. Un score qui ouvrait donc la voie à un deuxième tour. Les résultats provisoires de ce deuxième tour, publiés dans la nuit de dimanche à lundi, donnent Evaristo Carvalho vainqueur de la présidentielle du petit archipel africain. Sans adversaire en face, il recueille pour le moment 38% des suffrages des électeurs inscrits, 42 058 voix sur environ 111 000 inscrits. La commission électorale nationale de Sao Tomé et Principe a par ailleurs enregistré 1548 votes blancs et 7567 votes nuls, soit une participation inférieure à 50%. Retour sur le caucus africain qui s'est déroulé jeudi et vendredi dernier à Cotonou, au Bénin. Le thème de cette réunion, regroupant la communauté financière du continent plus Haïti, était accroître l'appui des institutions de Bretton Woods en vue de répondre au choc, renforcer la croissance et promouvoir la transformation économique en Afrique. Objectif de ce caucus, renforcer la voix des gouverneurs des banques centrales d'Afrique auprès des institutions de Bretton Woods. Lors du dernier jour, vendredi, des recommandations ont été faites à l'issue de la réunion du groupe de gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et faisons les points sur ces travaux avec l'administrateur du FMI ainsi que le président du caucus 2016. Le gouverneur lance un appel aux institutions de Bretton Woods pour accompagner la transformation structurelle des économies des pays africains, notamment par le financement et la facilitation d'investissements massifs autoconcessionnels dans les secteurs clés. À cet effet, il recommande une nouvelle approche, de nouveaux instruments adaptés aux besoins réels du continent et un cadre de gestion de la dette plus souple. Ils appellent aussi à une solide reconstitution de l'IDA 18. Nous avons insisté sur ce qu'il nous revenait de faire pour obtenir la transformation de l'Afrique. Notre devoir à nous demeure d'améliorer la qualité de notre gouvernance et rassurer les investisseurs et les partenaires. Et nous l'assumerons avec la responsabilité la plus ferme. Attention, les images qui suivent comportent de nombreux flashs qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Addis Abeba accueillait vendredi une réunion de 8 pays est-africains membres de l'IGAD. L'autorité intergouvernementale sur le développement était rassemblée dans la capitale éthiopienne pour discuter de l'envoi éventuel d'une force armée régionale au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud en proie à un regain de violence. Lors de son dernier sommet mi-juillet, l'Union africaine s'était déjà déclarée favorable à ce projet, notamment avec un mandat plus solide que celui de l'actuelle mission des Nations Unies. La MINUS très critiquée pour ne pas avoir réussi à stopper les combats du 8 au 11 juillet dernier à Djouba. Après la rencontre des membres de l'IGAD ce week-end, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui devra approuver ou non la création de cette force d'intervention. Mais d'ores et déjà, le président sud-soudanais Salva Kiir est farouchement opposé au projet. Au sein même de l'IGAD, les visions étaient très opposées ce vendredi. Écoutez. Au début, nous avions deux forces. Nous espérions que ces deux forces travailleraient ensemble et mettent en place l'accord. Mais cela n'a pas été le cas. Les deux forces ne sont pas unies. Et comme vous le savez, il y a eu au cours de ces dernières semaines de nombreux cas de violation des droits de l'homme, des meurtres, des viols. Et nous comprenons que le gouvernement n'a pas le contrôle de la situation. Pour que nous puissions mettre en place l'accord de paix et rétablir le calme au Soudan du Sud, nous avons besoin d'une troisième force. Nous pensons que quelque chose sera négocié pour faire sortir les soldats SPLA de Djouba. Nous voulons la paix à Djouba. Une fois que Djouba sera en paix, nous ne nous attendons pas à une guerre au sein de Djouba. Parce que la force s'occupera des civils dans la ville. Mais s'ils sont attaqués, ils devraient avoir un mandat pour pouvoir se défendre. Nous ne sommes pas prêts à accepter une autre force au Soudan du Sud. L'actuelle force de 12 500 soldats n'a même pas été évaluée. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils accompli? Ont-ils rempli leur mission? À quels problèmes font-ils face?
Déployer une force supplémentaire n'est pas la solution. La Côte d'Ivoire a célébré dimanche 7 août les 56 ans de son indépendance. Les caméras de Vox Africa sont allées recueillir les réactions des Ivoiriens de la diaspora. Direction New York City aux États-Unis avec Cyril Peta. Ambe boanye fola ko barikanye obese kategera fo nana boanye foi boanye kuma tigi banale ko barika Terezi kenkambi male ko barika. Aujourd'hui encore, on est avec notre président qui est Alassane Ouattara, un homme noble social. 7 août 1960, 7 août 2016, 56 ans exactement que la Côte d'Ivoire, ce géant économique d'Afrique de l'Ouest, est indépendant. Aujourd'hui, nous sommes à New York et nous essayons de côtoyer la communauté ivoirienne résidant ici. Question d'avoir l'état d'esprit de ceux-ci pendant les préparatifs de cet événement exceptionnel. 7 août 1960 et 7 août 2016. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Que du bonheur, beaucoup de choses, belles choses, quelques péripéties. Le plus important, la Côte d'Ivoire a changé. Je crois que ce gouvernement fait ce qu'il peut faire. Ils font beaucoup de bon boulot. Ils ne seront pas parfaits, ça c'est sûr. Mais je crois que les sillons sont déjà posés pour que la génération à venir récupère où nos parents vont laisser aujourd'hui pour aller de l'avant. Alors vous avez besoin de souhaiter bonne fête d'indépendance à quelques personnes. Mon premier souhait va à l'encontre du président de la République et notre maman Dominique. À monsieur l'ambassadeur que j'estime beaucoup, il fait du bon boulot. La fête nationale, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'Ivoirien? En tant qu'Ivoirien, la fête nationale de mon pays représente une liberté par rapport au temps colon. Je peux dire que c'est une liberté pour tout le peuple ivoirien. Alors, si on vous demandait de faire un bilan de la Côte d'Ivoire, que feriez-vous comme bilan? Bon, le bilan de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après la guerre, je trouve que c'est positif, puisque avec les infrastructures routières que nous voyons créer de gauche à droite, c'est positif, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons encore un peu plus. Regardez à Bobo aujourd'hui, les rues sont gâtées. Vous voyez dans certains quartiers, les caniveaux, il n'y a rien. Vous allez un peu à l'intérieur dans certaines régions. C'est vrai qu'il y a du travail, mais vraiment, ce n'est pas suffisant. Mais surtout, je voulais dire au président de la République de penser aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint dans les rues, partout. Peut-être qu'il est dans son bureau. Ses ministres ne lui disent pas la vérité, mais moi, je vais lui dire. Aujourd'hui, tout le monde se plaint, ça ne va pas. Et ça grogne de gauche à droite, ça grogne. Donc c'est le message que je voulais dire au président de la République, qu'il trouve une solution à ça. Sinon vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc moi-même je viens du pays et vraiment j'ai vu que vraiment la tension était trop. Et voilà pour l'information de la mi-journée. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Vox Africa. Ce sera ce soir avec Pierre Lucroy. Très bonne journée sur votre chaîne panafricaine.